De France en Israël. Éric Danon, bonsoir, merci d'être là. Alors on est dans une période un petit peu compliquée puisqu'on a un reconfinement qui s'annonce demain et vous vouliez justement vous adresser à cette communauté française qui est en Israël à la veille de fêtes juives. Et oui, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Charles de me donner cette opportunité de souhaiter à toute la communauté française et francophone ici et puis à tous les Juifs de France une très bonne année, Shana Tova. Et bien sûr, nous traversons une période très difficile pour beaucoup. Ça peut être des difficultés économiques, des difficultés psychologiques. Nous sommes aux côtés avec le consulat et toute l'équipe de l'ambassade, de tous les gens qui ont des problèmes de déplacement, parce qu'il va y avoir des drames. Beaucoup de familles qui ont l'habitude d'être réunies pour les fêtes ne vont pas pouvoir le faire. Et puis, on sait bien les difficultés pour être là, pour les mariages, les bar mitzvahs, les naissances, voire même pour les décès, ce qui est dramatique. Donc voilà, à tous, je souhaite une très bonne année 5781 en souhaitant qu'elle soit bien sûr meilleure que celle qui s'achève maintenant. Voilà, ça ne sera pas difficile, moins pire que celle qui s'achève. Alors, il y a quand même des lueurs d'espoir dans la région avec ce qui a été signé cette semaine. Qu'est-ce que ça vous a fait justement de voir que, Israël et des pays arabes, qui sont quand même pas des pays qui ne comptent pas dans la région, signer cet accord de paix à Washington? Comment la France s'est-elle positionnée par rapport à ça? Immédiatement, en s'en félicitant et en s'en réjouissant. Il faut se réjouir d'un accord de paix qui permet de changer la donne et de faire en sorte que Israël vive dans un meilleur environnement avec ses voisins. Alors, bien entendu, après, on a eu le temps, là, maintenant, de lire le texte, de savoir exactement les tenants et les aboutissants. Il faut aussi regarder pourquoi cet accord a été signé, parce qu'on voit bien depuis 2 jours qu'il y a des interprétations différentes. Certains disent c'est au fond une alliance contre l'Iran. D'autres disent c'était, comme les EAU, c'était pour reporter l'annexion. D'autres disent mais c'est pour finalement normaliser ce qui déjà commencer à l'être d'un point de vue économique, c'est-à-dire faire en sorte que Israël, la Startup Nation, la high-tech, puisse profiter aussi dans des nouvelles relations commerciales avec les EAU. Bref, tout ça, c'est sans doute les vraies raisons, c'est un mélange de tout cela, et chacun a un prisme plutôt géopolitique, plutôt économique, plutôt autre chose, etc. Donc ça, c'était pour les raisons. Alors maintenant, il y a les conséquences de ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ça change la donne, contestablement. Alors, ça change la donne. Alors, il y a des aspects positifs, et puis il y a des aspects qu'on va voir dans le temps. Les aspects positifs, c'est incontestablement qu'il vaut toujours mieux avoir de bonnes relations avec ses voisins, donc bon, très bien. Mais on voit bien qu'à l'intérieur même du monde sunnite, il y a des pays qui ont réagi durement, pensez à la Turquie, aux Palestiniens eux-mêmes, à d'autres, et puis il y a des pays qui ont réagi très positivement. Et donc, on risque par exemple, dans le temps, une des conséquences possibles, c'est un clivage à l'intérieur du monde sunnite. Et l'arbitre des élégances, pourrait-on dire, ça va être l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, suivant qu'elle penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, ça va changer la donne régionale. Donc, voilà, il faut laisser du temps au temps et voyons comment cet accord va avoir des conséquences géopolitiques concrètes. C'est, alors on peut rentrer un peu dans les détails. Il y a dans l'accord un article, qui est l'article 7, qui est très intéressant pour aller vers la paix et la sécurité et la stabilité régionale. Il y a des choses concrètes, par exemple l'article 4, qui montre une coopération pour lutter contre le terrorisme et tous les actes hostiles dans l'autre pays. Donc tout ça est très bien. Ouais. Voilà. Alors il y a quand même peut-être aujourd'hui la fin d'une doctrine qui a prévalu, y compris chez les Américains pendant longtemps, qui était de dire jamais Israël ne normalisera avec un pays arabe tant qu'elle n'aura pas réglé le problème palestinien. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Alors, c'est une rupture de la doctrine arabe, puisque tout cela... mais pas seulement, beaucoup de pays étaient là-dessus. C'était calé sur l'accord de la Ligue arabe de 2002. Et donc, depuis 2002, il y avait cette idée qu'effectivement, il n'y aurait pas de normalisation tant que... Alors, dans le texte initial arabe, il y avait en plus le retrait des territoires, etc., plus, effectivement, un début de solution du problème israélo-palestinien. Bon, je veux dire, c'est eux-mêmes qui ont rompu la doctrine. D'où, effectivement, c'est ça qui ouvre des perspectives nouvelles. Les EAU, les Émirats Arabes Unis, ils ont cassé la doctrine et ils disent, mais en même temps, c'est ça qui va permettre de faire progresser les choses, suivant
paradigme, un ensemble nouveau dans la région. Voyons, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bouge. Mais la France ne va pas rester en retrait sur cette question, parce que vous avez toujours joué un rôle actif là-dessus. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, par exemple, aux Palestiniens, il faut arrêter cette position, disons, de se mettre en retrait de tout ce qui est en train de se passer, peut-être leur demander de s'asseoir? C'est exactement ça qu'on a demandé, de s'asseoir à la table de négociation. Alors, c'est lié d'abord à une approche pragmatique, c'est-à-dire que la chaise vide, au Moyen-Orient, ça n'a jamais marché. C'est aussi clair que ça. Donc, il faut revenir à la table. Alors, suivant quels termes, etc., c'est à eux de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous appelons sans arrêt à la reprise de ce dialogue. Alors, c'est là que beaucoup nous disent ça n'est pas réaliste, en fait, il n'y a pas de volonté politique. D'accord, mais ça, c'est pas notre sujet. Le sujet, c'est que la manière de progresser, c'est que, à nouveau, des deux côtés, puisque c'est une affaire essentiellement bilatérale, des deux côtés, on se remette à négocier quelque chose. C'est un accord qui a surpris beaucoup de gens, et certains diplomates américains disaient l'autre jour, nous, on n'est pas dans l'organisation de conférences internationales où les gens viennent, se parlent, mais il ne se passe jamais rien. Nous, on agit dans l'ombre et on sort des résultats. C'est un peu arrogant peut-être de leur part, vous allez peut-être le dire, mais c'est ce que disent les diplomates américains aujourd'hui. Oui, mais il y a quelque chose. D'abord, il y a des choses justes, c'est qu'on ne négocie pas devant les caméras de télévision. Moi, ça fait 35 ans de métier, j'ai toujours... Donc ces conférences comme celle de Paris ne servent pas à grand-chose? Si, elles servent, mais à d'autres choses. C'est autre chose que de négocier en bilatéral un accord. L'accord, on ne peut pas le négocier comme ça, ouvert, devant tout le monde. Mais en revanche, les conférences, non, elles sont très utiles, elles appellent de l'argent, du soutien, etc. Non, c'est deux choses différentes. Mais c'est une négociation qui a pris à peu près 3 mois, et encore une fois, dont les motivations sont multiples. Et l'histoire, les historiens nous montreront un jour quels ont été les éléments déterminants. Parce que on a tout entendu. Encore une fois, une alliance contre l'Iran, et puis le report. On ne sait pas à combien du projet d'annexion. On a parlé des F-35 aux EAU, mais il y a tout. En réalité, simplement, on verra le poids des différentes choses dans le temps. Ouais, alors, pour ce qui est de l'Iran, justement, Donald Trump a dit cette semaine, j'exclus pas un jour, moi aussi, de faire un deal, c'est le mot qu'il emploie, avec l'Iran. Il a une attitude quand même assez agressive. Aujourd'hui encore, il y a des sanctions qui sont prises contre des personnalités liées au régime iranien. Est-ce que vous pensez que son attitude est la bonne vis-à-vis de l'Iran, ou est-ce que c'est plutôt la voie qu'a choisie la France, c'est-à-dire de continuer à dialoguer malgré tout avec l'Iran, qui est la bonne voie? Eh bien, c'est l'histoire qui va le montrer. Moi, ma conviction personnelle, et j'ai vu déjà ce qui s'était passé avec la Corée du Nord, c'est qu'avec un pays comme l'Iran, il faut continuer. C'est un vrai pays, une vraie nation. Et donc, il faut continuer à parler. Nous considérons que la sortie de l'accord iranien nucléaire par Donald Trump n'a rien arrangé en matière nucléaire, et que l'Iran a au contraire totalement dépassé ses capacités par rapport à la quantité d'uranium enrichi à laquelle elle avait droit. Elle est maintenant à 10 fois ça. Donc il y a quand même, par le rejet de cet accord, le fait de détruire, d'essayer de le détruire, quelque chose qui ne correspond pas du tout à la vision française et à la manière de faire. Maintenant, est-ce que une chose est plus payante que l'autre? Très franchement, ce serait arrogant de ma part, comme c'est arrogant de ceux qui soutiennent la technique Trump, pourrait-on dire, de dire que c'est ça qui, à long terme, va stabiliser les choses. On est du côté de Trump plutôt dans une politique de rapport de force, on est du côté français plutôt dans une optique de négociation. On verra bien, et c'est sans doute d'ailleurs assez complémentaire. Un dernier mot, vraiment très court sur le Liban, parce qu'aujourd'hui, on voit que là aussi, les Américains sont accusés par le Hezbollah de faire obstacle à la formation d'un nouveau gouvernement au Liban. La France espérait ce gouvernement d'union voit le jour. C'est toujours pas le cas. Non, c'est toujours pas le cas, parce que effectivement, 15 jours, quand on connaît les habitudes libanaises, c'est très court. Mais effectivement, on est un peu déçu de voir que le gouvernement libanais n'a pas pu être formé. Cela étant, on a envoyé le signal très clairement. C'est pas pour ça que tout s'arrête. Il faut continuer à négocier. La France s'est impliquée. Le président de la République s'est impliqué personnellement. Et on va voir, et penser à ce qui se passerait ou ce qui se serait passé au Liban depuis un mois si la France ne s'était pas autant impliquée, et dans quelle situation serait le Liban aujourd'hui. Donc il y a là quelque chose qui se passe, mais qui est très difficile, parce que ça casse les habitudes, parce qu'il y a une demande de réforme
demandée par le peuple libanais et parce qu'il y a une demande de modification radicale de l'attitude du Hezbollah par rapport au Liban, qui aussi n'est pas si facile que ça, évidemment, à obtenir. Merci beaucoup, Éric Danon, ambassadeur de France en Israël.